Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue à notre émission hebdomadaire, ce rendez-vous de décryptage de l'actualité de la semaine. Aujourd'hui encore, on sera ensemble. Nous sommes au rendez-vous avec en studio Casimir Prior. Casimir, bonsoir. Bonsoir Peggy Ludovic Dagba, bonsoir chers auditeurs et auditrices de Diaspora FM. Merci de prendre le rendez-vous. Nous sommes vendredi 2 septembre, car c'est quand même le 9e mois de l'année qui vient de démarrer. Et j'ai envie de vous poser une question. Avez-vous pas remarqué ces dernières années que le temps file et que nous avons comme l'impression qu'il y a une révolution qui est en train d'être opérée au niveau des astres? On ne voit pas le temps passer. On ne voit plus le temps passer, je vous le fais pas dire. Moi aussi, j'ai fait le constat et certains même, dans certains milieux, on dit, mais déjà, lundi, juste après lundi, c'est le vendredi, et encore c'est lundi, et encore c'est vendredi, et ça coule très rapidement, vraiment, c'est à la vitesse de lumière. Je pense que les scientifiques de nos universités pourront nous donner des explications donc, par rapport à cette vitesse. Est-ce que c'est la Terre qui file désormais plus vite? Est-ce que c'est le Soleil qui file plus vite? Moi, j'allais poser une question. Est-ce que cette définition conventionnelle de l'heure, faite de minutes, d'abord de secondes, avant c'était des tiers, des secondes, et puis des minutes et des heures, est-ce que cette définition conventionnelle continue vraiment de fonctionner et d'être d'attaque? Parce que j'ai comme l'impression que même vraiment cette conception scientifique donne l'impression d'être vraiment laissée de côté, pris de court. Mine de rien, nous sommes déjà en septembre. On est en septembre. Et c'est le 4e trimestre donc de l'année. Qui démarre. Et puis beaucoup vont se dire, mais j'ai pas vu le temps passer. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas atteint mes objectifs. J'ai pas véritablement vu entre mai et août. Vous ne voyez véritablement pas le calendrier et vous vous retrouvez en septembre. Et bientôt, on dira aussi que le mois de septembre est fini et on entrera dans les 3 derniers mois, les mois phares de l'année. Voilà. Et là, c'est surtout là, ça file vite pour que véritablement l'année nouvelle, tout le monde commence par loucher donc l'année nouvelle. Bon, je sais pas si nous sommes toujours dans cette donne scientifique là. Est-ce que les universitaires ne viendront pas ici nous donner donc d'autres définitions par rapport donc à ce à quoi nous assistons? Est-ce que ce n'est pas une autre forme donc du réchauffement climatique? Je dis des choses, vous voudrez bien m'excuser. Je suis pas de votre domaine, mais bon, nous on a quand même remarqué que franchement le temps file. Le temps file. Ouais. Le temps file, Casimir Pédio. Vous faites bien de le dire parce que là, on comprend plus rien. Mais on va y aller quand même puisque le temps nous expose aux événements qui se déroulent tous les jours. Et cette semaine, il y en a quand même eu, le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui était, on va dire, de retour devant les investisseurs français. Parce qu'il y a quand même quelques années, au début de son mandat, qu'on a noté ses activismes directement vis-à-vis, on va dire, des investisseurs français. Ils s'étaient fait recevoir et c'était un niet total. Ça devait faire dans les 2018-2019, je crois, où il était parti conquérir des investisseurs français, des investisseurs européens. Malheureusement, c'était un blackout. Aujourd'hui, l'homme de retour devant le MEDEF se fait totalement applaudi, ovationné. Bien sûr, et nous l'avons suivi. 23 minutes au total. La parole lui a été donnée et sur fond donc
du retour des investisseurs donc au Bénin, le chef de l'État a exposé les atouts économiques désormais du Bénin. Et vous me demanderiez certainement mon avis par rapport donc à cette sortie diplomatique. Et je vous dirais, c'est exactement ce que nous avons donc toujours souhaité par ici. C'est exactement ce que nous avons donc recommandé à nos dirigeants, que désormais donc les voyages, les balais diplomatiques puissent désormais être réorientés vers la prospérité économique, vers le développement. Et je crois que le chef de l'État, il a compris. Tout est fin prêt désormais au Bénin, peut-on dire, en termes donc d'investissement. Tout est fin prêt au Bénin désormais en termes donc d'attrait économique. Tout est fin prêt pour faire décoller donc l'économie béninoise. Le message du chef de l'État. Le Bénin dispose désormais d'un environnement à la fois favorable, un environnement naturel favorable. Le Bénin dispose désormais donc également d'un environnement économique favorable avec des atouts comme l'énergie, avec des atouts comme donc les différentes lois, et ceci a été exposé aux Français. La France, il faut le rappeler, c'est le partenaire politique, économique et historique donc du Bénin. C'est ce partenaire qui peut décider donc en lieu et place du Bénin. C'est celui-là à qui on peut confier voilà les destinées économiques donc du Bénin. C'est ce pays qui choisit donc le pays africain qui va donc désormais pour les 5 voire les 10 prochaines années parler d'émergence. Vous voyez un peu ce que ce pays, je veux parler de la France, a fait de la Côte d'Ivoire en termes d'économie, ce que la France a fait du Sénégal, est en train de faire du Sénégal en termes donc d'attrait économique. Le Gabon, le Cameroun, tous ces pays-là aujourd'hui doivent leur sourire, leur bonheur économique donc à beaucoup d'entreprises donc françaises. J'ai pas envie de les citer ici au risque donc de faire de la publicité, mais qui me plaise quand même de dire que quand vous allez donc au niveau du MEDEF, c'est un gros morceau, c'est pas n'importe qui. C'est comparable à peut-être ce que nous voyons ici, par ici, en termes donc d'opérateurs économiques, comme le chef de l'État. On va dire le patronat? Oui, c'est le patronat, mais le patronat dans son sens beaucoup plus et business. C'est pas le patronat dans sa version béninoise, non, pas du tout. C'est le patronat qui pense véritablement au développement du secteur économique, qui pense le développement donc du secteur de la production, où vous avez les banquiers, vous avez un peu de tout pour accompagner véritablement le processus du développement du pays. Donc, le chef de l'État, il a frappé fort, et vous avez vu derrière lui, dans son balai économique, le chef de l'État s'est fait accompagner de l'autre béninois. Je veux parler donc de Lionel Zinsou. Cet économiste de renom. De renom. Ceux-là qui décident donc de qui va venir chez vous et de quelle banque va financer quel projet. Ceux-là même qui ont le langage, le verbe facile pour donc convaincre les partenaires. Le chef de l'État a fait donc appel, n'a pas hésité, a fait appel donc à celui-là pour véritablement venir parler, soutenir son projet, qui est désormais la destination donc du Bénin. Et peu avant cela, un mois et demi avant cela, le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu ici, au Bénin, le chef de l'État, son collègue, son homologue, j'allais dire, donc, français, Emmanuel Macron, et une horde, donc, d'autorités de ce pays-là qui parle également business. Je veux parler, donc, du ministre en charge, donc, le commerce. Et ils sont allés sur le site de Glodjigbe. Tout à fait. À côté de nous, ici, voilà. Glodjigbe, la zone d'investissement, la zone industrielle. Industrielle, s'il vous plaît. Qui va accueillir bientôt près de 1000 entreprises. Voilà. Et à l'occasion, vous avez entendu vous-même ce que donc les Français ont dit, que il y a un miracle économique qui est en train donc d'être opéré ici, c'est-à-dire ici à Glodjigbe, et que véritablement ils pensent, ils croient que ce potentiel que le Bénin est en train de mettre sur pied pourra permettre donc au pays de tripler donc son produit intérieur brut, qui aujourd'hui doit être autour de 11 000 milliards ou 12 000 milliards si donc les statistiques ne me trahissent pas.
eh bien, le Bénin va passer donc de cette lisière donc de 11 000 milliards, peut-être vers les 22 000, pourquoi pas les 30 000 milliards. Wow. Le Bénin va tutoyer désormais donc la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas en train de tenir un discours démagogique. Je ne suis pas donc un des politiques. Je ne suis pas un des spécialistes donc des analyses politiques. Je parle économie. Et lorsque donc ces messieurs commencent donc par fouiner, excusez l'expression, lorsque ces messieurs commencent par s'intéresser au travail fait dans un pays, je parle bien évidemment des Français. Des investisseurs français. Des investisseurs français. Lorsqu'ils arrivent à vous faire confiance et à décider donc de venir chez vous, eh ben, vous pouvez pousser un ouf de soulagement. Et... Alors, Casimir Kouedjo, dites-nous, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné la première fois et qui a fonctionné aujourd'hui? Est-ce qu'on peut imaginer que bon, c'est parce que Lionel Zinsou n'était pas derrière le chef de l'État, le président Patrice Talon, à la première tentative, que ça avait échoué et cette fois-ci, ça a pu franchement faire mouche? Merci pour la question. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Je dirais deux choses. La première, il y avait donc une petite tension, un petit guéguerre politique qui pourrait jouer donc dans ce que je peux appeler donc le patriotisme de Lionel Zinsou. C'est vrai, c'est un grand homme, mais à l'époque... Mais il avait quand même une casquette politique. Et il faut pas l'oublier, il était le challenger direct du chef de l'État. Que le chef de l'État a fait tomber, ou, comment dirais-je, a écarté, on va dire, a vaincu. N'ayons pas peur des mots. C'est un élément. Alors, donc, c'est un élément de frustration. C'était tout à fait normal qu'il ne parle pas le même langage que le chef de l'État à ce moment-là. Et cela pourrait jouer donc dans la balance de manque de motivation pour accompagner donc le chef de l'État en son temps. Et la deuxième chose... Même s'il faut dire quand même qu'il a été le tout premier à le féliciter. Même le jour n'était même pas encore franchi quand il a pris son téléphone et puis il a appelé pour lui dire d'où je viens, voilà, c'est comme ça se passe. Et vous n'êtes pas sans savoir également que nous sommes tous des humains et il y a l'émotion qui parfois peut prévaloir donc dans nos comportements. Sourire à son ennemi, sourire à son adversaire, ne même pas fin au conflit. Et donc, il peut bien vouloir le faire et garder dans toujours. Et mieux, sinon pire. Nous avons vu le Bénin donc déclencher un procès donc contre ce monsieur où il a été condamné, tout ça. Et donc, c'est des objets c'est des sujets de frustration qui pourraient se détendre, se répercuter donc sur son engagement, sa motivation à véritablement accompagner le développement du Bénin, à accompagner le gouvernement dans la réussite. Et l'autre élément que je voudrais aussi mettre dans ce panier-là, c'est ce que le chef de l'État a mis dans ces trois piliers-là, le travail. Le travail n'était pas complètement achevé en son temps. On n'avait pas encore la disponibilité des facteurs qui puissent permettre au Bénin d'aller vendre, qui puissent permettre aux dirigeants, aux responsables, aux politiques d'aller vendre le Bénin à l'étranger. On n'avait pas donc la certitude que ce fleuron donc de l'économie que nous avons installé à Mariagleta, je veux parler donc de la centrale de Mariagleta, n'était véritablement, on n'avait pas fini tous les essais pour donc certifier de la qualité de l'électricité que nous avons au niveau donc du Bénin à travers Mariagleta. Donc on ne peut pas aller vendre. À l'époque, c'était un peu tôt d'aller vendre. Donc je comprends que ces éléments donc d'impréparation, ces éléments qui étaient en attente ont également motivé certainement, nous parlons sous le conditionnel, n'ont pas motivé véritablement le gouvernement aussi à mettre le tubo, à mettre donc le pied sur l'accélérateur pour décrocher donc ce rendez-vous avec le MEDEF en son temps. Et aujourd'hui, je crois que tous ces éléments ont été planifiés. Nous avons donc un tableau technique des plus reluisants au niveau de la sous-région ouest africaine. Le Bénin peut vendre aujourd'hui son énergie. C'est pas moi qui le dis, c'est le chef de l'État, Patrice Talon, lui-même qui le dit. Le Bénin peut donc vendre, concéder, donc faire la concession de son énergie moins chère à la Chine
Moins cher qu'en Chine, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que vous avez, je sais que vous fouinez un peu, est-ce que vous avez cherché à contredire un peu les propos du chef de l'État? Est-ce que vous avez fait des recherches à combien coûte le kilowattheure en Chine et au Bénin pour qu'on puisse quand même savoir si, on va pas mettre en doute la parole de l'autorité. Du chef de l'État. Tout à fait, mais ça n'empêche pas quand même d'aller chercher un peu à savoir. Merci Peggy, Ludovic Dawa, pour la pertinence donc de votre question. C'est justement ça, parce que il faut pas oublier une chose. Il est un peu difficile donc de dissocier le politique et l'opérateur économique de cette tribune-là. Est-ce que c'est le chef de l'État qui parle ou l'opérateur économique qui était en train de parler? Non, moi je pense que c'était beaucoup plus l'opérateur économique. Parce que avoir un peu les arguments qu'il sortait, qu'il assénait, il était vraiment décidé à emporter vraiment l'adhésion de ce principe, je vous dis, Peggy Ludovic Dawa, il est sûr et convaincu de ce dont il parlait. Cependant, vous ne pouvez pas, dans un pays sérieux comme le Bénin, vous ne pouvez pas donc installer des centrales thermiques. Et le mot en dit long, thermique, des centrales qui utilisent donc de l'énergie fossile, des centrales qui utilisent du jet A1, du kérosène, produisent de l'énergie électrique et vendent cela aux industriels, être compétitifs déjà à l'interne. Et de surcroît, comparer maintenant à la Chine, qui lui produit de l'énergie à base donc de l'éolienne, donc de l'énergie naturelle, l'air, à partir de l'air, le courant marin, ou bien à base donc de l'uranium. D'accord. Alors, bonjour le Niger. Bonjour le Niger. Et donc, celui-là produit de l'électricité et vous estimez aujourd'hui que vous allez vendre votre énergie électrique et battre celui-là. Je crois que c'est le récit donc de la fable qui s'impose ici à nous. C'est la fourmi qui décide donc de terrasser donc l'éléphant. Certainement que cette fourmi compte sur beaucoup de choses. En tout cas, pour ce qui est elle y arrive. Elle y arrive. Surtout avec une bonne organisation, une bonne association, ils arrivent à terrasser c'est possible l'éléphant. Ce que le chef de l'État n'a peut-être pas précisé pour donc le peu de temps qu'on lui a donné, il ne pouvait donc pas rentrer dans ces détails, c'est que désormais le Bénin a signé une convention avec une société française de droit français pour donc avoir du gaz abondance. Le projet, il a été donc présenté aux Béninois et donc on peut donc avoir du gaz, un peu comme ce que la France est en train aujourd'hui de réclamer de l'autre côté donc de l'Algérie. Le Bénin donc peut acheter du gaz, liquéfier donc cette ressource là, cette matière première en haute mer et faire descendre cela sur terre. Donc, envoyer ça à Maria Gleta pour faire tourner donc les turbines de Maria Gleta. Donc, nous avons cette possibilité. Les conventions ont été signées et nous avons vu les documents, le nombre de milliards qui seront donc investis au niveau donc de ce projet. Donc, si le chef de l'État tient ce discours-là, c'est qu'il compte forcément sur quelque chose. Mieux, il avait avec lui son ministre de l'économie et des finances. Et c'est une sortie qui a été préparée. Et des fiches ont été servies au chef de l'État pour le renseigner désormais sur la capacité énergétique du Bénin. Et donc, quand il le dit, il dit, je crois que désormais le Bénin présente des atouts. Le Bénin présente donc du potentiel pour aller vers le développement. Quand il dit ça, quand il parle d'un Bénin nouveau aujourd'hui, je crois qu'il a les éléments d'appréciation et tout Béninois peut dire oui, on a quelque chose qui ressemble à de l'énergie qu'on peut vendre aux industriels aujourd'hui chez nous. En tout cas, dans la zone méridionale, ça, il faudra aussi préciser dans la zone méridionale parce que ce n'est pas le même dispositif technique que nous avons à Cotonou et ses environs au sud que nous avons au nord.
Donc, ici, mais pourquoi cette disparité? Parce que là, il peut y avoir des investisseurs qui décident d'aller s'installer au nord du Bénin. Quand ils viennent, ils se limitent pas seulement à Cotonou et aux environs. Il y a les autres contrées qui peut-être disposent des ressources que eux ils recherchent et qui pourront véritablement faire leur affaire. Merci pour la pertinence de la question. Mais vous savez, Monsieur Peggy, qui trop embrasse mal étreint. Le gouvernement a fait une option de concentrer son énergie sur un certain nombre de pôles de développement. Et aujourd'hui, vous avez la zone spéciale donc de Glodjibé qui a été inventoriée, qui a été donc aménagée pour permettre à tous les investisseurs qui veulent venir au Bénin de retrouver tous les atouts que vous avez au nord, que vous avez au centre, que vous avez au sud du Bénin, que vous avez à l'est et à l'ouest. Vous avez aujourd'hui la capacité de les retrouver sur place à Glodjibé. C'est une façon, vous voyez, de ne pas disperser les énergies pour au finish ne pas pouvoir être rentable, pour au finish, comme on le dit, jeter de l'argent par la fenêtre pour construire donc des éléphants blancs. J'en veux pour preuve l'aéroport international de Tourou qui a été donc construit à grands frais, qui aujourd'hui ne sert absolument à rien parce que les investissements qui sont allés dans ce sens-là n'ont pas tenu compte du potentiel économique de cette région. On n'en avait pas. Donc aujourd'hui, on n'est pas en train de voir les investisseurs. Celui qui avait décidé de faire construire cet aéroport avait quand même des projets, visait le marché nigérian, visait le marché nigérien. Donc on aurait pu continuer également la prospection de cette zone et pourquoi pas installer tout ce qu'il faut. Et ceci serait encore un autre pôle de Merci beaucoup. Et ce qui n'a pas été fait. Donc, il y a un préalable à ces projets-là qui n'ont pas été respectés. Vous en parlez, Parakou. Nous avons appris que Tchaourou, au cours donc de cette semaine, Tchaourou, le fleuve Okpara, est sorti de son lit. De son lit. Malheureusement, avec l'activité, on va dire, agraire. Des champs ont été inondés. A été dévastés, tout ça. Il y a même eu des pertes en vie humaines. Merci. Et vous comprenez quelle est l'émotion, quel est aujourd'hui le découragement de ces acteurs économiques-là sur donc cette zone-là. Une zone qui devrait normalement servir le Bénin et le Nigeria. Je veux parler du fleuve donc Okpara, où on devrait pouvoir avoir aujourd'hui l'infrastructure qu'il faut pour donc desservir donc par voie de terre ou par navigation fluviale, donc on devrait pouvoir donc rallier. Donc jusqu'à aujourd'hui, des projets du genre n'ont pas pu être véritablement développés. On a vu par ici au cours de son mandat notre confrère Charles Toko avoir une initiative donc de développer une zone, quelque chose qui ressemble à une zone franche industrielle à Baka. Moi j'y suis allé, où il a fait des conditions particulières pour s'acheter des parcelles et autres afin que les gens puissent affluer. Mais il faut aussi dire qu'il n'a pas eu de temps. C'était pratiquement vers la fin de son mandat. Et mandat qu'il n'a pas pu renouveler. Voilà. Vous voyez, donc tous ces facteurs-là font qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut s'installer au nord n'y arrive pas parce que les conditions ne sont pas réunies. Et face à ça, vous avez la disponibilité énergétique aujourd'hui. Ce serait un peu fastidieux, un peu onéreux pour donc le Bénin de transporter depuis Mariag l'électricité jusqu'à Parakou, jusqu'à Kandi, jusqu'à Natitengu, jusqu'à Djougou. Il serait un peu fastidieux. Donc, on produit de l'énergie sur place de l'autre côté et on essaie donc de vendre. Donc, ce n'est forcément pas les mêmes attraits que ce que nous avons ici donc au sud, et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui ont motivé les dirigeants, notamment le gouvernement en place, à initier donc la zone spéciale de Glodjibé, où désormais vous avez tout. Vous avez tout ce que nous avons aujourd'hui sur le plan national en termes d'attraits naturels. Je veux parler des spéculations comme le cajou. Si vous voulez donc investir dans le cajou aujourd'hui, vous pouvez vous installer à Glodjibé. Si vous voulez donc développer le karité, vous avez la possibilité d'être à Glodjibé. Si vous voulez développer donc tout ce que nous avons au nord en termes donc de produits, le coton s'il vous plaît. Banikwara, Kandi, c'est les deux bastions du coton au Bénin, mais ce coton peut être aujourd'hui récupéré
récupérer ici à Glodjigbe et être transformé. Donc voilà un peu. Il y a déjà pas loin de nous ici, dans la zone d'Alada, une usine transformatrice du coton où toutes les compagnies désireuses pourraient venir s'approvisionner et peut-être aller faire le produit fini chez eux. Voilà, donc vous avez compris que le gouvernement certainement, quand même sont venus, vous savez, vous n'avez pas la science infuse, et ils voulaient tout faire, mais ils ont compris aujourd'hui qu'il vaut mieux se concentrer. Il vaut mieux choisir. Il vaut mieux choisir. Le développement aussi, c'est une question de choix. Donc on a choisi Glodjigbe. Glodjigbe a donc cette chance-là d'être aujourd'hui la zone industrielle spéciale, la zone commerciale spéciale qui est en train donc de se développer. Et c'est ce que le chef de l'État est allé vendre de l'autre côté donc de Paris pour donc permettre aux opérateurs économiques béninois. N'oubliez pas, il y aura une forme de collaboration, de partenariat. Oui, on va revenir à ça rapidement, mais évoquons l'autre atout que le chef de l'État est allé quand même vendre, c'est la démocratie, sa vision de cette démocratie qui doit être remodelée selon lui. Il y a une trop grande liberté, il y a un trop grand laisser-aller selon lui, notamment à tous les niveaux, et c'est ce qui l'a amené à restreindre par exemple le droit de grève et chose bizarre, en tout cas moi pour des gens qui sont épris de liberté et de grande liberté, que le chef de l'État dise que le droit de grève a été restreint dans son pays et surtout à 10 jours par an dans le secteur public et que ce droit de grève a été totalement supprimé au niveau du secteur de la santé et d'autres, au niveau des corps habillés, on va dire, et tout le reste, et que ceci se fasse accompagner d'une nuée d'applaudissements pour des gens qui quand même sont accrochés à la liberté. Moi ça m'a fait un tilt. Et ça fait un tic dans le cœur donc des Béninois, des Africains. J'ai suivi Juan Gomez sur un radio partenaire donc au cours de la semaine qui a dédié toute une émission le jeudi à ce sujet-là. Et beaucoup de gens ne sont pas d'accord parce que les arguments choisis, moi, me posent un problème. Un véritable problème. Les arguments choisis par le chef de l'État et les arguments toujours choisis par le gouvernement pour défendre donc cette idée, pour moi, ça me pose un véritable problème parce que c'est des arguments qui vous choquent. Et pourtant, on peut expliquer ce phénomène-là avec des mots doux et faire comprendre aux Français que la France ne s'est jamais développée avec la démocratie. C'est quand la France a fini de se développer qu'elle est allée vers la démocratie. C'est quand les États-Unis ont fini d'exploiter, de surexploiter les Africains, la main-d'œuvre bon marché des Africains à travers l'esclavage, qu'on leur demande aujourd'hui de reconnaître comme crime à l'humanité, parce que s'ils reconnaissaient, ils vont certainement nous dédommager. C'est après ça qu'ils ont commencé par parler de démocratie. Aujourd'hui, vous parlez de la Chine. La Chine qui est un pays démocratique, mais c'est avant tout un pays socialiste. Donc, personne ne peut se développer dans une libertinage totale. Il faut recadrer les choses. Moi, pour moi, si je dois aller à cette tribune-là, je vais prendre des exemples que personne ne peut donc refuter. Tel que le chef de l'État l'a dit, si nous étions encore dans cette libertinage syndical, libertinage syndical et puis cette liberté à tout vent où ça se critique, ça se discute par ici. Si on était encore donc à cette ère-là, je crois que avant son retour, des mouvements donc de protestation seront déjà organisés à la Bourse du Travail. Pourquoi pas au marché d'Antokwa un peu partout pour dire nous ne sommes pas d'accord donc avec cette manière de concevoir les choses. Et pourtant c'est une réalité. C'est une réalité. Face à la Deuxième Guerre mondiale, à la Première Guerre mondiale, la France est venue chercher des Africains, des tirailleurs sénégalais par-ci, des Algériens par-là, des Marocains par-là, pour donc aller défendre la patrie. Aujourd'hui, la France est devenue un pays développé et peut vendre donc son développement avec sa démocratie. Mais nous autres, nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes encore à l'ère médiévale. Mais comment vous vous êtes laissé prendre aussi facilement? Vous aussi, vous avez vos responsabilités face à l'histoire. Oui, nous avons notre responsabilité. C'est ce que nous avons décidé désormais à faire. Mais c'est bien tard. C'est bien tard, mais il n'est jamais tard pour mieux faire. Et lorsque vous mettez sur la table donc le processus de démocratie, le processus de développement, l'Afrique est encore à l'ère médiévale.
il va falloir travailler. Mais alors, il va falloir... Si vous savez que la démocratie n'est pas ce qu'il faut pour vous, pourquoi vous ne la reniez pas? Nous n'avons jamais dit que... Et adopter ce que vous avez passé votre temps à nier, à refuser. Nous n'avons jamais dit que la démocratie n'est pas pour nous. Parce que nous autres, nous avons connu la démocratie. Vous venez de dire que la démocratie ne peut pas assurer le développement. Et cela ne veut pas dire que la démocratie n'est pas à nous. Et lorsque vous interrogez l'histoire, les peuples africains ont connu la démocratie avant donc les Occidentaux. Donc, on avait une forme donc de démocratie. Mais nous n'avons pas leur forme de démocratie à tout vent, avec donc, à la limite des propos... Je suis pas d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas être d'accord, mais... La démocratie est très bien définie et a des bases solides. Ouais, et c'est la liberté d'expression, la liberté d'association. Puisque vous et moi, Peggy Ludovic... Dans nos royaumes, parler n'était pas si aisé non plus. Si. Non. Vous avez le cas, par exemple, je vais vous le dire, Peggy Ludovic Dagba. Vous avez le roi, et vous avez donc le prêtre phare, comme Gedegbe, par exemple, qui pouvait regarder le roi en face, et lui dit, mais votre honneur, on ne peut pas... Mais c'est après consultation. Mais c'est après consultation. Mais nous sommes en train ici de faire une consultation. Non, là, on se comprend pas. La liberté, c'est que j'ai le droit de dire ce que je pense. Mais Gedegbe a le droit de dire ce qu'il veut. Gedegbe n'était pas le peuple. Gedegbe, c'était un devin. Mais il consulte le peuple, il consulte les devins. C'est lui qui consulte les devins. Maintenant, le peuple, n'importe qui ne pouvait pas prendre la parole devant le roi. Ça, vous le savez. N'importe qui ne pouvait pas se porter sur la place publique et parler. Déjà, vous savez, cet adage populaire qui dit, quand on vient trop, au milieu ou en public parler, c'est le nom de votre père qui sort. Donc, ça c'est une sagesse africaine qu'on nous a enseignée pour dire qu'on ne parle pas n'importe comment et on n'ouvre pas la bouche n'importe où. Peggy, donc, je crois que on va dire, quand on va parler de démocratie, vous le savez très bien, la démocratie reste basée sur la liberté, mais avec la nuance, c'est carrément la dictature des tests. Lorsque vous parlez, vous faites face à vos responsabilités. C'est-à-dire, vous êtes responsable de ce que vous avez sorti, et si ça doit vous valoir la chicotte ou autre, c'est que vous êtes prêt à subir. Ben, bien sûr. Et donc, nous n'allons pas faire le sujet, donc nous n'allons pas faire l'histoire dans ce studio. Nous allons nous limiter donc à la notion de démocratie telle que conçue par le chef de l'État. Encore que le temps n'est pas élastique. Élastique, hein. Et donc, tel que conçu par le chef de l'État et expliqué donc aux Français qui nous ont donc enseigné ces notions-là. Désormais, les Français ont compris que, la démocratie a des restrictions. À des variantes et à la variante Bénin. Non, mais c'est vous qui lui donnez ces variantes. Non, mais c'est pas moi, c'est pas nous. C'est vous. Écoutez, vous avez dit le Bénin, c'est l'Afrique. Malgré tout ce que le chef de l'État a dit aux Français, ils ont applaudi, ils ont ovationné. Mais quand vous applaudissez, n'est pas forcément le signe de ce que vous êtes tout à fait d'accord, mais vous reconnaissez quand même que le monsieur, il a réfléchi, il a trouvé quelque chose qui mérite donc d'être ovationné, d'être reconnu tel quel. Et donc le Bénin a inventé... Ça, c'est votre interprétation. Oui. Sinon, quelqu'un qui ovationne ce que vous avez dit, c'est pas pour vous jeter de la pierre. Non plus. Il a ovationné parce que il s'entend que bon, ce qu'il a dit, ça tient quand même la route. Et donc désormais, le Bénin peut restreindre la liberté. Moi, je dirais plus. Vous connaissez le peuple béninois, il est légendaire. Ouais. Il n'applaudit jamais pour rien. Et quand il applaudit, c'est que il est véritablement convaincu. D'accord? Il accepte la chose. Donc, je n'ai pas forcément ce que vous dites. OK. Et je respecte aussi votre point de vue sur ce sujet-là. Alors, le chef de l'État aujourd'hui qui va donc exposer un autre modèle de démocratie, un modèle tropicalisé donc de la démocratie française. Et aux Français, je crois que c'est une leçon, c'est un coup de droit commun, c'est un coup qu'il est allé donc donner à la patrie mère pour dire désormais, pour se développer, on a besoin donc de restreindre certaines libertés, surtout les libertés fondamentales sur certains secteurs tels que donc la santé, la douane, les corps armés en général, et bientôt l'enseignement. L'enseignement. Et ça, franchement, mes amis donc de l'enseignement ne seront pas d'accord avec moi, mais malheureusement, c'est ce à quoi nous assistons. Vous n'êtes pas d'accord, mais
nous vous donnons le droit donc de pouvoir justifier de votre droit à cette émotion-là. Le chef de l'État a donc convaincu, je crois savoir, le partenaire français que désormais de ne plus l'attendre sur le modèle de démocratie développé depuis 1990, c'est-à-dire une démocratie où j'ai pas envie d'appeler le nom commun que nous connaissons par ici, pas peur donc de me voir lyncher à la justice par donc cette marque de fabrique de produits agroalimentaires là, mais notre démocratie aujourd'hui ne nous permet pas d'aller vers la prospérité et il va falloir serrer les ceintures, il va falloir donc réajuster les choses, il va falloir se sacrifier beaucoup en termes donc de liberté syndicale, en termes donc de discussion avec le partenaire, en termes de stratégie. C'est ce que le chef de l'État a expliqué. Les Français, ils ont ovationné. Est-ce qu'ils sont d'accord avec ça? Je ne saurais le dire. L'ovation, c'est quand même un signe patent de ce que les gens sont d'accord, de ce que les gens ont marqué leur adhésion. Bon. Donc, on peut comprendre que ils ont été conquis. Alors, ma question, est-ce que les investisseurs français ont maintenant les éléments qu'il faut pour affluer vers le Bénin, pour fouler le sol béninois? Alors, c'est là la grande interrogation, parce qu'une chose est d'aller donc convaincre, mais l'autre chose, c'est de pouvoir donc avoir le fruit de cette balai diplomatique, économique. Est-ce que les Français sont convaincus? C'est un peu difficile de le dire, mais ce que je sais, c'est que c'est pas le monde du business, le monde des opérateurs économiques, c'est pas du tout des philanthropes. Ce n'est pas sur un coup de poker. Ils viennent à vous, ils vont donc jauger, mesurer donc les pour et les contre. Et ils vont envoyer des missions de vérification. Voilà, ils vont envoyer des missions de vérification. Ils ont des informations. Il y a encore des éléments donc que le Bénin doit revoir avant donc de pouvoir commencer par penser à bénéficier donc de cette balai économique là. C'est par exemple les conditions de transfert de fonds en République du Bénin. Il y a aujourd'hui un blocus au niveau donc des banques et du Bénin de façon générale. Il y a une panique liée donc au passé des responsables qui sont à la tête du pays, qui continuent par hanter nos banques. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas envoyer aussi facilement de l'argent depuis Paris pour le Bénin. Vous avez la BEF, vous avez donc tout ce qu'il y a comme arsenal juridique qui se mettent à votre trousse pour comprendre d'où est-ce que ces fonds viennent. Or, par définition, le monde du business, c'est le monde du faux. Ah ouais? C'est le monde où, si vous laissez faire, on va contourner votre fiscalité. On va vous tamponner. On va vous tamponner. C'est le monde où la rigueur administrative, un certain nombre de choses sont donc boutées dehors. C'est des messieurs qui veulent faire le profit, le maximum de profit, et donc qui ne sont pas prêts à respecter donc vos exigences en matière légale. En matière légale. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il y a des sociétés qui ont construit leur base ici au Bénin, des hubs qui ont quitté Cotonou et qui sont allés s'installer à Abidjan, à Accra ou bien à côté au Nigeria. À Lomé aussi, pour la simple raison que, on ne peut plus transférer, ne peuvent plus transférer de fonds de leur pays d'origine, de leur base, de leur pays d'origine, oui, comme je le disais, vers donc l'Afrique, et c'est le Bénin qui était donc leur hub. À partir du Bénin, on répartit donc les sous, et c'était une forme d'organisation économique qui existait. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Quand vous le faites, c'est votre banquier qui vous interpelle dans le creux de l'oreille, en attendant donc que les autorités juridiques ne se prononcent sur le sujet. Aujourd'hui, au Bénin, il est un peu difficile de s'installer si vous n'êtes pas d'une certaine couleur politique. Il est un peu difficile pour vous. Non, mais on ne va pas exiger ça aux investisseurs. Ils sont sans couleur. Merci, mais c'est exigé. Au Bénin, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. L'opérateur économique Alingo Dangote voulait installer ses usines ici au Bénin.
Il a eu tous les problèmes du monde. Ouais, il a dit. Est-ce qu'il a accepté la réglementation nationale? Nous avons quand même des lois, nous avons des exigences légales. C'est ce que je vous dis. Oui. Ces exigences ne vous permettent pas de vous développer. Il est allé au Niger. Est-ce que le Bénin est plus intelligent en termes d'élaboration de lois que le Niger? Est-ce qu'il est au Sénégal? Est-ce que le Bénin est plus intelligent en termes d'élaboration? Mais s'il ne remplit pas les conditions du Bénin, quelles sont ces conditions? Vous devez vous adapter aux normes de la sous-région ouest africaine. Il s'adapte aussi aux normes du Bénin. C'est quoi cette norme-là? Écoutez, si il a pu s'entendre avec les autres ailleurs, pourquoi ne cherche-t-il pas à s'entendre avec les Béninois? Bon, ça c'est un débat. C'est quand même un businessman. C'est un businessman. Donc vous voyez, j'ai pris juste cet exemple-là. Vous avez dans les autres pays, vous pouvez donc citer des entreprises exerçant dans l'énergie comme Total qui sont dans les autres pays mais qui ne sont pas au Bénin. Allez chercher la raison. Mais vous savez comment ça se passe tout ça? Oui. Total, cette société, vous savez d'où, de quel pays elle est. C'est la France. Tout ce qui s'est passé avec le Gabon, et puis, je crois les Sénégal aussi, sans oublier la Côte d'Ivoire. Alors, ces sociétés, malgré ces difficultés, sont toujours en Côte d'Ivoire, sont toujours au Gabon, sont au Cameroun, sont au Niger, sont au Burkina Faso, mais ne sont pas au Bénin. Est-ce que nous avons pu harmoniser entre-temps? Va savoir. Oui. Va savoir. C'est pas parce qu'on est partout qu'on doit être forcément au Bénin. Oui, c'est ce que je vous dis. Qu'est-ce que le Bénin va tirer alors? C'est ce que je vous dis. Vous avez un consortium, par exemple, comme Boeing, Monsieur Peggy. Vous avez un consortium comme Boeing. Et dans Boeing, vous avez tout cela dont je suis en train de parler. Mais quand le consortium dit le Bénin n'est pas une destination, tout le monde est rallié donc derrière le consortium. Juste parce que votre législation ne permet pas. Donc, ça sert à quoi de mettre sur pied les infrastructures et que la législation ne soit pas favorable au développement? C'est une question. Est-ce qu'il y a un piège que le Bénin a décelé? Dans le sens qui a décelé au niveau a plutôt tendu dans les contrats, puisque les autres ils ont une manière de faire. Ils ont une procédure, ils ont une façon de faire pour très rapidement avoir l'adhésion. Je vais vous donner un exemple simple. Et si le Bénin a flairé et décelé vraiment ce piège? Je vais vous donner un exemple. Dans une minute, parce que il va falloir quand même qu'on aille à l'international. Oui, je vais vous donner un exemple simple. Vous avez installé le scanner au port autonome de Cotonou. Le scanner, ça fait voir tout ce qu'il y a dans le conteneur. L'opérateur économique, c'est pas celui-là qui veut déclarer tout ce qu'il a amené. La conséquence, c'est quoi? Il va ailleurs. Est-ce que c'est normal qu'il ne déclare? Est-ce que c'est normal qu'il ne déclare pas tout? Non, c'est normal. C'est ce que je vous dis. En business, c'est normal qu'il ne déclare pas tout. Parce que lui veut faire des profits. Et donc, il a trouvé le pays avec qui il peut faire donc son business. C'est le pays. Et il est parti. Donc, et c'est vous qui perdez. Donc, vous avez beau investir des milliards dans l'innovation, dans la rénovation de votre quand lui s'en va, d'autres viendront. C'est ce que vous pensez. Si d'autres pouvaient venir, vous n'irez pas donc les chercher en France. De toute façon, on est en train de mobiliser. C'est le serpent qui se mord la queue. Il va falloir véritablement qu'on sache. Est-ce qu'on veut se développer? Si on veut se développer, on va se conformer. Je ne dis pas d'ici de mettre en place donc des systèmes véritablement passoires où les produits prohibés, tout ça. Non, c'est pas ça. Mais trop de rigueur tue l'économie et il va falloir faire des concessions à des moments donnés pour permettre aux opérateurs économiques de venir. Et ce que je voudrais ajouter à tout cela, ça me fait un peu de la peine que j'ai vu dans donc le ballet de tout ce qu'il y a comme Béninois qui puisse donc accompagner le chef de l'État, mais il y a un Béninois qui quand même est à Paris, en France, depuis un certain temps. Il est en exil. Être en exil. Vous n'allez pas voir ou souhaiter voir un exilé dans la délégation officielle. Vous savez donc du chef de l'État. De qui je veux parler. Moi, je parle business. Moi, je parle économie. Oui. Moi, je parle économie. Je ne parle pas politique. Mais tout ceci donc, est également quand les questions économiques, par des lois. Quand les questions donc du développement sont sur la table, je crois qu'il y a certains clivages qu'il faut laisser de côté. Je ne sais pas dans l'ombre ce qui a été fait pour qu'ils accompagnent tout ça, mais toujours est-il que je n'ai pas vu cette image. La deuxième chose qui m'a frustré au cours donc de cette rencontre, c'est que les assises de 2015, la table ronde de 2015 n'a jamais été prise en compte jusqu'à présent
Je voudrais bien savoir ces milliards de francs CFA qui ont été injectés dans l'économie, ce à quoi ça a servi au niveau donc du Bénin. On a vu véritablement Lionel Zissou, mais on ne sait pas exactement si tous ces trucs-là qu'on avait eu à retenir par ici. Il faut séparer. Vous pensez qu'il faut séparer tout le temps? 2015, c'était Soubouni Yahi. Oui, il était Premier ministre. Mais c'était le Bénin. Aujourd'hui, c'est Patrice Talon. C'est le Bénin. Toujours Moi, le je Bénin. vois le Bénin. Toujours Merci. Le Bénin. Je le vois. Casimir Pédion, très nationaliste. On va sortir du Bénin quand même parce qu'il y a une grosse tête qui est tombée cette semaine. Mikhail Gorbatchev. Je ne sais pas quel âge vous aviez pendant que ce monsieur était aux affaires. Ben, c'est pas question d'âge, hein. Je vous rassure. C'est une question de connaissance. Alors, le patron de la perestroïka, est-ce que vous en savez un mot? Et d'ailleurs, votre première question en dit long. Des jeunes comme nous, en 85, je venais à peine au monde, hein. Je n'avais pas l'âge de courir seul dans les rues de Parakou. Et donc, il venait déjà en 85. Un clin d'œil à papa et à maman. Merci beaucoup. Paix à son âme, papa. Et maman, un clin d'œil à elle, quelque part à Parakou. Et donc, je disais, je n'avais pas encore, donc, les coups de franche pour circuler moi seul dans les rues de Parakou. Cependant, c'est cette période que Gorbatchev a pris donc les rênes de ce qui convient d'appeler donc l'ancienne Russie, c'est-à-dire l'URSS, l'Union soviétique. Voilà, l'Union soviétique. C'est un certain nombre de pays qui partagent les mêmes points de vue. L'Union des républiques soviétiques socialistes. Voilà. Et donc voilà, merci pour la mémoire, Monsieur Peggy. La mémoire y est toujours. Et donc il a pris donc les destinées donc de cette union-là en 85 et il a été le président qui a mis un thème à cette union-là qui à l'époque était fondé sur des idéaux contraires à la vie humaine sur Terre. C'était une union qui était opposée à l'autre union, c'est-à-dire à l'OTAN. L'OTAN, c'est le regroupement donc des pays démocratiques, c'est des pays comme la France, comme les États-Unis et autres, comme l'Allemagne et autres. Et donc, cette union-là s'opposait à eux. C'est d'ailleurs les deux pôles qui dirigeaient donc la première et la deuxième guerre mondiale avec des comportements très peu orthodoxes, avec des pratiques au sein de la population qu'il fallait à un moment donné arrêter. Aidé donc par un pays comme l'Italie et notamment l'écurie chrétienne, Gorbatchev a mis définitivement un thème à ce regroupement-là. J'ai suivi des éléments sur le défunt président, et j'ai compris. Là, je suis un historien de formation, et nous avons étudié ces cours-là depuis donc la classe de seconde jusqu'à l'université. Il fait partie donc, comme vous l'avez dit, de ce révolutionnaire qui a donné un souffle nouveau à des peuples. Aujourd'hui, on parle de l'Ukraine, on parle de la Russie, on peut parler également des pays soviétiques. Tout à fait. Les pays du Balte, qui aujourd'hui sont des pays qui respirent la démocratie en dehors de la Russie, bien évidemment. Même la Russie parle de la démocratie sans en être donc un véritable acteur. Et donc, le défunt président a donc réalisé cet exploit-là, a mis un thème définitivement donc à la pensée unique, à ce qui convient d'appeler l'autocratie donc des grands hommes au niveau de ces pays. Et désormais, le peuple peut parler, désormais, le peuple peut aller travailler, désormais, le peuple peut écouter la radio, désormais, le peuple peut émettre son point de vue sur un certain nombre de sujets. Désormais, le peuple peut se réunir, la classe ouvrière peut se réunir. La liberté d'association. La liberté d'association est une réalité. Désormais, donc, les pays désormais libres, comme le Kosovo, peuvent donc la Slovaquie peuvent donc désigner leurs dirigeants à main levée avec le consentement donc de tout un peuple. On peut donc circuler librement dans ces pays-là sans courir le risque de se faire torturer, de se faire tuer. On peut envoyer donc des dirigeants devant les instances juridiques. On peut sanctionner.
Et ces pays appartiennent donc à des grands regroupements comme donc le système des Nations Unies et ses composants. Ça, c'est l'œuvre donc de celui qu'il convient d'appeler désormais Mikhail Gorbatchev, qui a fait ce travail. Alors, il est parti à un moment critique de l'histoire. C'est à un moment où l'Union soviétique, son vœu cher est en train d'être disloqué, d'être mis à mal. Et j'ai suivi des émissions sur donc des chaînes européennes où il a été donc démontré que il est mort dans la hantise totale, dans le désespoir total, qui a augmenté, qui a anticipé donc, qui a accéléré sa maladie, et il en est parti. Il est le seul qui pourra donc le dire. Ces médecins certainement ne pourront pas nous prouver que véritablement c'est cette crise entre l'Ukraine et la Russie qui a raison de lui, parce que c'est exactement ce qu'il a refusé, c'est le contraire de ce qu'il a combattu qui aujourd'hui est en train de se réaliser entre l'Ukraine et la Russie. D'ailleurs, le président russe Vladimir Poutine a plutôt marqué une certaine indifférence à cette actualité-là, n'a véritablement pas tenu le discours qu'il faut lorsque donc des icônes comme ça, je le rappelle, il a été donc au cours de son règne, il a reçu le prix Nobel de la paix. Tout à fait, en 1990. Merci. Avant donc sa chute à partir des années 1991. Malheureusement, le temps est parti, sinon on aurait quand même pu parler un peu de cet échec qu'a connu son plan, sa réforme sur le plan économique, parce que c'était beau, mais il n'a pas été suivi par son peuple. Bien sûr. Vous savez, son objectif, il avait l'économie, il avait la politique. Mais il s'est beaucoup plus concentré, et c'est ce qui justifie donc l'échec au niveau économique. Il s'est beaucoup plus appesanti sur le volet politique, sur les réformes politiques donc de l'ex-URSS. Il a travaillé pour. Et en 5 ans, il a donné le résultat que aucun dirigeant donc de l'Union soviétique n'a pu donner en 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc ce monsieur s'est beaucoup plus concentré sur les réformes politiques, sur la liberté, du moins c'est les réformes politiques, la liberté des citoyens. Et donc le temps où il va revenir sur l'aspect économique, il a été rattrapé donc par ce coup d'État, par ce fameux coup d'État qu'il a vu partir. Et le chantier est resté tel quel jusqu'à aujourd'hui, au point où ces pays qui donc ont réclamé la liberté, qui ont réclamé leur salut, aujourd'hui ne sont donc pas des modèles économiques qu'on peut aujourd'hui citer. Mais, qu'on le veuille ou non, vous ne pouvez pas tout réussir dans la vie. Il a réussi les réformes politiques, il n'a pas pu réussir les réformes qui lui ont valu le prix Nobel de la paix. Et ça, c'est très important. Et je vais terminer sur ce sujet en disant que c'est le seul donc dirigeant, enfin, c'est l'un des rares dirigeants qui a opéré une réforme politique sans effusion de sang. Ça, il faut le préciser. Merci beaucoup. Voilà un acte qui montre véritablement sa conviction, et bien sûr à la paix, contre la guerre et tout. Donc merci vraiment. Paix à son âme, paix à cet illustre homme, et que beaucoup des nôtres puissent prendre exemple sur lui. Merci à vous également, auditeurs, auditrices de Diaspora FM, qui avez été témoins de ce nouveau numéro de votre émission Point 7. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous vendredi prochain, 18h, mais déjà retrouvez en nouvelle diffusion cette émission dimanche à partir de 17h. Le Point 7. Le Point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody Bibi, c'est le pied.